Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours, le podcast du think tank Europa Nova où nous découvrons ensemble les métiers qui font l'Europe. Bonjour Corentin. Bonjour Antoine. Pour ce nouveau podcast, nous avons la chance d'accueillir Jean-Sébastien Lefebvre, chef du bureau bruxellois de Contexte et chef de la rubrique Pouvoir. Contexte est un média français spécialisé sur l'actualité des institutions européennes. Vous offrez à vos lecteurs, qui financent en très grande partie le média avec leurs abonnements, plusieurs newsletters quotidiennes ainsi que les articles décryptant l'actualité politique française et européenne. Bonjour Monsieur Lefebvre, bienvenue dans Parcours. Ai-je bien présenté Contexte ? Bonjour, oui c'est ça. On pourrait juste préciser éventuellement qu'il y a une série de rubriques en fait, et c'est dans chaque rubrique il y a un briefing quotidien qui est envoyé avec éventuellement des articles en plus. Donc il y a numérique, agroalimentaire, transport, énergie, pouvoir, qui est la rubrique un petit peu transversale politique, et une dernière qui arrive début mars, c'est la rubrique environnement. D'accord, et à chaque fois dans ces rubriques, une approche française et européenne. Mais avant de parler de Contexte et de votre rôle de journaliste à Bruxelles, on va faire un petit détour sur votre parcours avant ça. Vous avez fait vos études dans le domaine de la science politique, notamment au Collège d'Europe. Est-ce que votre but a toujours été de couvrir l'actualité européenne ? Non, pas du tout, on pourrait dire, dans le sens où d'abord j'ai été intéressé aux faits journalistiques. Ça veut dire que d'abord j'ai voulu devenir journaliste, et ça c'est arrivé à l'époque du lycée. Je ne vais pas dire que c'est une vocation d'enfance, ça serait mentir, mais vers le lycée ça a commencé à m'intéresser, et c'est pour ça qu'après le baccalauréat, je me suis dirigé vers des études d'histoire d'abord à Angers. Et pour commencer à me familiariser avec le journalisme en me disant ça serait bien de voir vraiment ce que c'est, puisque je ne suis pas issu d'une famille journalistique où il y a des journalistes ou ce type de profession. Et donc vers, je crois que c'est 2003 ou 2004, j'ai commencé à travailler au Courrier de l'Ouest, hein, qui est le journal de presse quotidienne du Maine-et-Loire, où je faisais les week-ends et les vacances, les remplacements des journalistes, dans la rédaction de Saumur, donc un petit peu plus loin d'Angers. Et j'ai fait ça pendant toutes mes études d'histoire à Angers, donc pendant 3 bonnes années. Un peu plus même après, j'ai continué quand je rentrais de Paris. Donc c'est ça, c'est d'abord avoir envie de faire du journalisme. Et puis après, au fil de mes études, voilà, j'ai découvert les questions européennes. J'ai fait un Erasmus en Pologne. J'ai découvert Café Babel, un média européen en plusieurs langues, tout ça. Et petit à petit, il y a eu un cheminement et ça m'a amené aux questions européennes. Et donc j'ai mélangé les deux, journalisme et Europe. Voilà. Alors, vous êtes orienté, vous avez dit, vers le journalisme après des études donc de sciences politiques, notamment au Collège d'Europe, mais vous n'avez pas fait d'école en fait de journalisme, si on vous suit bien. Est-ce commun justement d'avoir des journalistes qui traitent des questions européennes et qui n'ont pas du coup fait une école de journalisme, sachant qu'on a souvent cette réflexion qui est dit que l'Europe n'est pas enseignée en fait dans les écoles de journalisme du coup. Alors, la question de faire une école ou pas de journaliste pour être journaliste, c'est plus large même que la question par rapport au fait qu'on soit journaliste européen ou autre. C'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment besoin de passer 2 ans en formation pour apprendre ce métier? Moi, la réflexion que je me suis posée au moment de passer de la licence au master, c'est sachant que j'ai déjà passé 3 ans à faire du journalisme au Courrier de l'Ouest, à apprendre à ce qu'était un article, comment le faire, le reportage. À l'époque, c'était presse-papier, donc comment monter une page et tout ça. Est-ce que ça valait le coup de passer 2 ans en école, où j'allais poursuivre là-dedans, ou plutôt me spécialiser pour plus tard pouvoir, en plus de mes compétences journalistiques, avoir une compétence en plus et pas être juste un journaliste généraliste parmi tant d'autres. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, les questions européennes, bon, il y avait aussi les relations internationales à l'époque, au tout début, qui m'intéressaient. Bon, ça peut être une chose intéressante pour mon parcours, pour mon CV, pour me vendre à la fin de mes études. Et après, honnêtement, je pense que pour être journaliste, il n'est pas forcément nécessaire d'être passé par une école de journalisme. Ça peut être un plus, ça donne parfois un réseau, ça ouvre des portes, etc. Mais voilà, si à côté on a une spécialisation, ça vaut autant parfois qu'une école de journalisme. Et effectivement, d'autant plus quand je vois aujourd'hui avec Contexte, on cherche des journalistes à Bruxelles. On a souvent ce problème que si on prend quelqu'un qui est passé en école, il a finalement assez peu de compétences sur lieu, donc il y a toute une formation en interne à faire. Par contre, si on prend quelqu'un qui a fait des études européennes, bon, il connaît à peu près comment fonctionne la machine. Et après, par contre, il faut assurer toute la formation plus journalistique. Elle lui apprendre à faire un article, tous les réflexes, les recherches de sources, etc. Donc voilà, moi j'ai essayé dans mon parcours d'avoir un peu des deux
pour mieux vendre, etc. Après, c'est des choix personnels ou autres, mais bon, être D'accord. journaliste ne passe pas forcément par une école. Et comme vous dites, avec la spécialisation, vous êtes parti dans des médias un peu comme Café Babel, qui sont vraiment concentrés sur l'Europe, plus tard Euractiv. Est-ce que c'est parce qu'il y a peu de postes finalement dans les médias français plus généralistes à Bruxelles, ou c'est juste un choix de parcours qui est plus évident pour un jeune journaliste diplômé qui souhaite couvrir l'Europe, ce genre de médias très spécialisés? Alors, pour Café Babel, j'y étais en 2008. En fait, c'est vraiment là la suite parcours logique. C'est-à-dire que j'ai même pas vraiment cherché. C'est en fait à la fin de mon master en 2007, j'ai fait un stage à Euractiv France, stage classique de fin d'études. Et en parallèle, j'ai commencé à collaborer avec la rédaction locale de Café Babel à Paris, celle des bénévoles, hein, pas l'équipe pro. Et de fil en aiguille, à la fin de mon stage à Euractiv, ils m'ont proposé de rejoindre la rédaction centrale européenne, là, qui était à Paris, à ce moment-là. Et donc, du coup, ça s'est fait un petit peu logiquement. Voilà. Après, quand par contre, 2 ans après, donc en 2010, je me suis installé à Bruxelles comme freelance journaliste et j'ai écrit pour des journaux comme Slate, comme pour l'Express et quelques revues spécialisées. Là, le fait d'être freelance, effectivement, était plus une obligation qu'un choix, puisqu'il n'y avait de toute façon pas de poste proposé par les médias nationaux à Bruxelles. Et donc, du coup, voilà, naturellement, je me suis dit, bon, en multipliant les collaborations, en vendant un article par-ci, par-là, tous les mois à plusieurs titres, ça arrivait à faire un salaire et de quoi vivre. Donc ça, c'est souvent de toute façon la manière dont débutent les journalistes à Bruxelles, c'est la pige, euh, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de postes, et après, souvent, il y a des postes, mais c'est les journaux nationaux qui envoient eux-mêmes leurs journalistes déjà dans leur rédaction à Paris, à Bruxelles pour un temps déterminé. Ça, c'est le modèle des Échos. Ou Le Monde aussi, sauf un de leurs journalistes qui, lui, est tout le temps à Bruxelles, il a un contrat permanent à Bruxelles. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, et après, voilà, de fil en aiguille, souvent quand on est pigiste à Bruxelles, on finit par décrocher un contrat plus solide parce qu'il y a une place qui se libère, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, parce que voilà. Alors, merci beaucoup. Après ces quelques mots un peu sur votre parcours personnel, on va passer un petit peu aux médias qui vous emploient, dans lesquels vous travaillez. Donc, contexte, on l'a dit. Alors, question un peu simple pour commencer. En fait, vous faites partie des fondateurs hein, de Contexte. Pourquoi tout simplement avoir lancé Contexte, sachant qu'on a déjà cité plusieurs médias effectivement sur les questions européennes qui existaient déjà à l'époque. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce que vous vouliez apporter en plus en lançant Contexte en 2013? Alors, ce qu'on voulait apporter en plus, c'était l'idée qu'on voulait partir déjà d'un média français. Contexte est un média français. C'est-à-dire que la maison mère de Contexte est à Paris. C'est là que se trouvent les équipes commerciales, les équipes techniques, 2 tiers de la rédaction, la direction, qui proposent de l'information indépendante, spécialisée, mais politique. Et ça, on n'avait pas dans l'offre, on trouvait qu'il n'y avait pas ça dans l'offre éditoriale proposée en France. Donc, partant de là, il fallait qu'on sélectionne des sujets où on allait devenir très très bon. Pour ça qu'au début, il y avait surtout la rubrique numérique énergie et un peu la rubrique pouvoir, mais qui était quelque chose de gratuit et pas très structuré, mais bon, qui nous servait de vitrine. Et sur donc ces sujets numériques et ces sujets énergie, sachant qu'encore une fois, on ne fait pas tout le numérique, tout l'énergie. Hein. À l'époque, on était 5 journalistes au lancement pour tout faire. Mais du coup, dès le début, il y avait cette idée que si on veut proposer aux lecteurs en France une information de qualité sur ces sujets, il faut à la fois des journalistes à Paris et à la fois des journalistes à Paris. C'est pour ça que dès 2013, on a ouvert le bureau de Bruxelles. Alors, le bureau, c'était peut-être un grand mot à l'époque, puisqu'il n'y avait que moi, en fait. Mais voilà, dès le début, on a cherché à s'implanter et à se développer petit à petit à Bruxelles pour acquérir une vraie expertise sur les sujets européens dans les domaines qu'on couvre et que du coup, quand un dossier arrive à Bruxelles, on le suit jusqu'à ce qu'il arrive en France et parfois quand un sujet aussi émerge en France, on voit ce que ça peut avoir comme impact à Bruxelles. Avec en plus, bien sûr, parfois des dossiers 100% bruxellois ou 100% en français, hein, ça existe aussi. Mais voilà, l'analyse qu'on avait fait, c'est le pouvoir a changé en 50 ans.
des choses ont été transférées à Bruxelles, des compétences, et que du coup, si on veut bien cerner les enjeux, il faut que pour le lecteur, l'information provienne de ces centres de pouvoir et de décision. Et n'être qu'à Paris n'avait pas de sens pour nous, puisque voilà, des choses sont faites à Bruxelles et sont décidées. Après, ça vient aussi du fait que la rédactrice en chef de Contexte, Clémentine Forestier, a aussi un background européen. Elle a travaillé aussi à Bruxelles, elle a pigé à Bruxelles, elle a été active aussi. Voilà, donc il y avait aussi une culture européenne très présente dans l'équipe de départ, l'équipe de lancement. Mhm. Et c'était ça, ce qu'on voulait faire, c'était une information complète et en 3 dimensions, si je peux dire, parce qu'on est à la fois à Paris et à Bruxelles. Même si dans l'idéal, il faudrait aussi y avoir un bureau à Washington, un bureau à Pékin, un bureau à Berlin. Mais bon, on a les moyens qu'on a, quoi. Mhm. Petit à petit, vous allez grandir, mais au début, en 2013, est-ce que c'était compliqué pour vous, que ce soit à Paris ou à Bruxelles d'ailleurs, en tant que petit média, même si vous avez tous votre propre carrière un petit peu dans d'autres médias européens, d'obtenir des confidences, essayer de pouvoir parler aux grands acteurs européens? Est-ce que eux, ils voyaient ce nouveau média un petit peu d'un bon œil, en pensant peut-être communiquer d'une nouvelle manière avec un public français? Ou est-ce que le fait d'être tout jeune vous bloquez l'accès à certaines sources? Quand vous êtes petit et pas connu, ça vous bloque forcément l'accès à certaines sources. Ça veut dire que c'est sûr que c'est plus facile parfois d'avoir certaines personnes quand vous dites bonjour, je travaille pour Le Monde ou je sais pas, ou New York Times ou n'importe, que Contexte en 2013. Parce que déjà, pour plein d'interlocuteurs, il faut expliquer ce que c'est. Donc vous partez déjà avec des points de retard. Après, l'avantage, c'est que plus vous travaillez, plus les années passent, plus vous êtes connu, plus c'est facile. Donc là, clairement, aujourd'hui, en 2021, c'est beaucoup plus facile qu'en 2013. Mais oui, par exemple, on a eu une interview avec Jean-Claude Juncker quand il était président de la Commission européenne, je crois en 2016, si je ne dis pas de bêtises. On ne l'aurait jamais eu en 2013. Hmm. Parce qu'il a fallu s'implanter, qu'on soit connu, et surtout que les gens comprennent qu'on était sérieux, qu'on faisait du bon boulot, tout ça, ben, vous devez faire vos preuves. Et voilà. Et aujourd'hui, on le voit quand on lance une nouvelle rubrique. Récemment, on a lancé agroalimentaire, on va lancer environnement. On voit quand on arrive sur un nouveau secteur, sur des nouveaux sujets, on est beaucoup plus connu que par le passé. Parce que les acteurs ont déjà entendu parler de nous, ou ils nous suivent déjà parce qu'ils sont abonnés à une autre rubrique, parce qu'il y a d'autres sujets qui les intéressent, tout ça. Mais ça, je veux dire, c'est valable pour Contexte, c'est pour n'importe quel journaliste ou quel média, c'est vous devez faire vos preuves, gagner vos galons, et à la fin, vous avez plus facilement accès à des sources haut placées, des sources confidentielles, et tout ça. Vous venez de le dire, hein, vous avez 6 rubriques sur votre site. Comment ces 6 rubriques, ces 6 grands thèmes ont été choisis au fil des années? Est-ce que notamment il y avait une question d'importance, notamment à Bruxelles, une question de compétence peut-être? Comment tout cela a été choisi au sein de votre rédaction? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour choisir une rubrique. Il y a le côté aussi opportunité, dans le sens, est-ce qu'il y a vraiment des sujets à couvrir? Est-ce qu'il y a vraiment une matière législative qui arrive, qui est d'importance? Est-ce qu'on a aussi des compétences en interne pour le couvrir? Parce que c'est pas pareil de lancer avec des gens que vous avez déjà en interne que des gens que vous embauchez. Parfois, c'est bien de faire un peu un mélange des deux ou de tout faire en interne, et même si vous rembauchez pour combler les trous derrière. Et puis après, il y a aussi un aspect purement commercial. Est-ce qu'il y a un marché pour pouvoir après vendre des abonnements et rentrer à peu près dans nos frais à plus ou moins long terme? Donc, c'est tous ces facteurs, dont un, comme je disais au tout début, bien entendu, et le côté, est-ce que c'est un enjeu important? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à décrypter? Ou là, c'est environnement qu'on lance, parce que clairement, c'est un sujet extrêmement important. Il y a toute la question de la transition écologique qui est en train de se poser et qui est en train de se traduire dans des textes législatifs, dans des décisions, et que du coup, il y a besoin de décryptage, il y a besoin d'informations sur ces sujets-là. Mais on pourrait, il y a plein d'autres idées de rubriques dans les tuyaux. Après, voilà, c'est une question de capacité d'investissement de l'entreprise. Mais par exemple, à titre personnel, moi, je trouve que sur la question de la politique commerciale, en ce moment, il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de lignes qui bougent.
Et ça serait intéressant d'avoir une publication en français qui traite de ces sujets-là. Ce qui n'existe pas trop aujourd'hui. Il n'y a pas, bon, les Échos, par exemple, en font. Il y a 2-3 petites choses à droite à gauche. Mais voilà, faire quelque chose avec, pareil, un correspondant à Bruxelles, peut-être un à Paris. Après, voilà, la question, par contre, de l'organisation et de la répartition des journalistes, c'est une question qu'on se pose après. C'est, voilà, pour bien couvrir ce sujet, est-ce qu'il vaut mieux avoir un journaliste à Paris, 2 à Bruxelles, ou inversement? Parce que souvent, on fonctionne avec des rubriques de 3 journalistes. Et on met les moyens là où il y a le plus ou moins de travail, finalement, de compétences. Et là, par exemple, sur l'environnement qui arrive, on a un modèle à 4 journalistes, et donc c'est 2 et 2. 2 à Paris, 2 à Bruxelles. D'accord. Et par exemple, prenons cette question de l'environnement. Il y a quand même une actualité qui est assez chaude en Europe avec le Green Deal, mais aussi en France. Est-ce que vous pensez que votre public, qui j'imagine est à majorité francophone, peut-être français, belge, etc., est-ce qu'il s'abonne plus pour votre couverture des affaires françaises ou européennes, ou vous pensez que c'est vraiment les deux équivalents? Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui fait vraiment notre plus-value, c'est le fait de faire les deux. Parce que nos lecteurs, du coup, savent ce qui les intéresse, savent ce qui les concerne, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles. Sinon, on serait à la limite qu'une publication parmi tant d'autres à Paris. Donc après, peut-être que ça dépend peut-être des lecteurs, des abonnés. Il y a des organisations ou des personnes qui vont être plus intéressées par le versant bruxellois ou le versant parisien. Mais je pense que ce qui fait notre force, c'est les deux. Après, il faudrait qu'on fasse une enquête plus poussée auprès de nos lecteurs pour savoir voilà, s'ils trouvent qu'il y a trop d'Europe ou pas assez ou autre. Mais on serait, voilà, l'information européenne fait partie de l'ADN du journal. Et d'ailleurs, il n'y a pas de, si vous regardez sur le site, il n'y a pas une rubrique France et il n'y a pas une rubrique Europe. Vous ne pouvez pas trier l'information comme ça. Les articles, ils sont à la suite. Bon, ils sont parfois un peu organisés en fonction des thèmes sur la homepage. Mais vous ne pouvez pas dire, je veux voir que les articles France. Pareil, quand vous recevez donc, la newsletter du matin, le briefing, il y a une quinzaine de brèves en moyenne dedans. Elles s'enchaînent UE, France, France, UE, France. Elles sont regroupées par thématique. C'est-à-dire qu'on va parler des institutions, on va parler des textes, on va parler des personnes. Et c'est ça qui fait la trame. C'est pas le côté d'abord l'UE puis la France. Donc la France puis l'UE. Voilà, dans cette information est un tout. Si on veut vraiment tout comprendre, il faut toutes ces infos. Alors, vous êtes aujourd'hui, de par notamment votre système de financement, principalement lu par des acteurs, disons, professionnels, qui travaillent auprès des institutions européennes ou françaises, que ce soit dans le public ou dans le privé. Est-ce que c'est un souhait pour le futur peut-être de vous élargir, de toucher disons, ce qu'on appelle le plus grand public à l'avenir? Et il y a un projet dans les cartons, comme beaucoup d'autres. Après, voilà, la question d'une rubrique plus grand public, c'est surtout est-ce qu'on a la capacité d'investissement? Puisqu'au début, vous financez à perte avant de tomber sur vos pattes avec les abonnés. Donc oui, mais là, en plus, avec le contexte Covid et tout, machin, on se concentre sur quelques investissements qu'on maintient. Et la rubrique grand public arrivera probablement, mais je pourrais pas vous dire quand. D'accord. Et ben justement, on va parler un petit peu là, on va passer à une partie sur la réflexion sur tout le paysage médiatique européen, qui est assez spécial. Au lancement de Contexte, Euractiv existait déjà, Politico Europe allait se lancer 2 ans plus tard. Quel était le paysage médiatique français, pas forcément européen, mais français à Bruxelles? Vous avez parlé tout à l'heure de correspondants de Le Monde, des Échos, etc. Mais est-ce que depuis que vous avez lancé Contexte, vous avez l'impression, donc depuis 2013, que le paysage des médias français a changé à Bruxelles et qu'ils ont amélioré leur couverture des questions européennes? On peut penser à des grandes crises, la crise des migrations ou celle du Covid, qui a peut-être un petit peu amélioré la couverture de Bruxelles, ou est-ce que ce n'est pas vraiment le cas? Vaste question. J'ai pas foncièrement l'impression que ça a beaucoup changé, ni en bien ni en mal. Ça veut dire que si vous le prenez au point de vue des chiffres, par exemple, les Échos avaient 2 journalistes quand je suis arrivé en 2013, il y en a toujours 2. Le Monde, 2, ils sont toujours 2. Libération, c'est toujours Jean Quatremer depuis, voilà. Le Figaro, il fonctionne toujours avec un journaliste plus un freelance qui donne des coups de main quand il y a besoin et aux vacances. Voilà, on va dire la structure de la salle de presse française n'a pas foncièrement changé. L'AFP est toujours là aussi.
Après, on va dire, entre guillemets, la seule chose qui a changé, voilà, c'est qu'il y a un bureau de contexte qui est passé de 1 à 8. D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu la même chose pour les journalistes des médias généraux italiens, espagnols, anglais, etc.? Les Anglais, il y a eu un petit pic de présence à un moment du Brexit. Mhm. C'est un peu le paradoxe. C'est au moment où ils ont voté le Brexit que, du coup, ils ont mis plus de moyens sur la couverture à Bruxelles parce que voilà, ils avaient quand même besoin de suivre ce qui se passe. Après, sur les médias espagnols ou italiens, bon là, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se croise plus trop du fait de la situation. Mais j'ai pas non plus l'impression que ça a vraiment changé. Ce qui a vraiment changé, c'est, on va dire, les médias bruxellois, où là, il y a eu beaucoup de changements depuis une petite dizaine d'années, avec, bien sûr, comme vous disiez, l'arrivée de Politico en 2015, mais qui s'est accompagnée à la fois du coup de la disparition de European Voice, qui a été racheté par Politico, qui était un des historiques. Le fait que Europolitique, qui pareil était une publication qui existait depuis 1973, je crois, a disparu à l'été 2015 et qui était assez importante en termes d'effectifs, en français et en anglais. L'agence Europe qui est toujours là, mais qui, on va dire, n'évolue pas forcément beaucoup, mais qui est toujours là, qui était la première là dans les années 60 et voilà, qui continue à faire ce qu'elle fait. Euh, et, euh, et voilà, à côté de ça, et maintenant, il y a cet énorme paquebot qui est Politico et qui a un peu écrasé le marché pendant ces dernières années, quoi. Alors justement, vous parliez justement de Politico, qui est voilà un média américain qui est arrivé avec beaucoup de moyens à Bruxelles. Qu'est-ce qui a pu justifier, à votre avis, qu'un média aussi important déploie autant de moyens justement pour traiter des affaires européennes et qu'est-ce que cela a changé justement pour toute cet écosystème médiatique à Bruxelles, l'arrivée justement d'un acteur aussi important? Bah, ce qui a motivé le fait qu'ils viennent, c'est que, contrairement aux acteurs médiatiques français, ils ont compris que c'est là que ça se passait. C'est que c'est là qu'il y avait des décisions et c'est là qu'il y a du pouvoir. Et qu'il y a des choses qui sont décidées qui vont avoir énormément d'impact, aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises et tout ça. Donc, du coup, bah, ils ont fait le même modèle qu'ils avaient fait à Washington, avec voilà, des articles en accès libre sur la politique, etc. Très politico, ça veut dire avec quand même beaucoup de paillettes très à l'américaine. Et à côté de ça, ils ont fait des rubriques voilà, pour à destination professionnelle, qui suit de façon très minutieuse, très précise ce qui se passe dans la bulle européenne. Et ce que nous, on fait aussi un petit peu. Hein. Moi, c'est exactement même ce qu'on fait. Pour ça que parfois, on se retrouve en concurrence sur certains sujets. Et qu'est-ce que ça a changé? Bah, ça a changé que vous avez un média qui de fait de sa grandeur, voilà, son nombre de journalistes prend beaucoup de place, évoque beaucoup de sujets, et ça a renforcé une certaine concurrence sur certaines infos, parce que eux ont besoin d'avoir un maximum d'informations exclusives, parce qu'ils doivent justifier le prix de l'abonnement, comme nous à Contexte, hein, là-dessus c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça a peut-être voilà, renforcé un petit peu la concurrence entre journalistes. Après, c'est pas non plus la guerre ouverte, hein. Hmm. Une concurrence qui est saine. C'est surtout ça. C'est une course à certaines petites infos qui font que bon, c'est bien de les avoir en premier, quoi. Mais justement, en fait, avec l'émergence de Politico, mais bon, contexte aussi, Réactive, est-ce qu'il y a un changement du côté de la vie politique européenne? Est-ce que vous avez l'impression que des grands acteurs de la Commission, etc., ont changé un peu leur manière de communiquer, puisqu'ils sont plus scrutés qu'avant? Je pense aujourd'hui, peut-être les scandales font un peu plus de bruit. Par exemple, Phil Hogan récemment a été un peu écarté de la commission à cause d'un petit scandale pendant le Covid. Est-ce que ce genre d'événement médiatique aurait eu lieu il y a 5-10 ans sans l'émergence de ces médias vraiment européens? Bah, si vous prenez le cas de Phil Hogan, moi je pense que ce qui a le plus joué, c'est les médias en Irlande que les médias bruxellois. Mhm. Parce que le problème de Phil Hogan, c'était surtout voilà, en Irlande, il était devenu une sorte de pestiféré à cause de ne pas avoir respecté les règles. Donc ça, c'est plus voilà, la pression médiatique irlandaise. Est-ce que ça a changé des choses? Bah, le fait qu'il y ait une vraie course parfois entre journaux
pour récupérer certains documents ou avoir certaines infos, ça a parfois forcé la commission à se bunkériser. Elle a peur des leaks, elle aime pas ça, ou alors s'il y a des leaks, elle veut que ce soit elle qui décide quand est-ce qu'ils ont lieu. Et donc on voit dans certains cas où la commission distribue très peu certains documents pour pas que ça finisse partout. Ou alors c'est que des versions papier, des choses comme ça. Donc ça, il y a eu une réaction. Après, est-ce que ça a transformé vraiment la vie politique européenne? Je dirais à la marge, parce que la bulle a toujours quand même eu son écosystème médiatique qui reste assez refermé quand même. Ça n'a pas non plus permis à la politique européenne d'inonder les informations nationales, en particulier en France. Ce qui a plus favorisé parfois une européanisation des débats, c'est les crises, ce sont les enjeux, ce sont les grands sommets, le plan de relance, quand il a fallu négocier, le Brexit, la crise des réfugiés, des choses comme ça. Mon impression, c'est nous, médias, on rapporte tout ce qui se passe et on essaye de le diffuser le plus largement. Mais ce qui, permet vraiment à un moment donné de faire bouger les lignes sur la question de l'européanisation des débats publics, ce sont les crises et les événements avant tout. S'il ne se passe rien, vous n'avez rien à raconter. Voilà. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes politiques derrière pour faire des choses, pour prendre des décisions. Et bien sûr, après, il faut être là pour le décrypter. Après, est-ce qu'en France, c'est fait correctement? C'est un autre sujet. Alors, autre question justement sur le métier vraiment de journaliste à Bruxelles. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie un correspondant basé à Bruxelles qui traite des affaires européennes d'un correspondant dans une autre ville en Europe ou ailleurs dans le monde qui traite des affaires de la zone géographique qu'il a à couvrir? Qu'est-ce qui différencie justement ces deux types de correspondants selon vous? C'est qu'au fond, quand vous êtes à Bruxelles, vous n'êtes pas vraiment à l'étranger. Vous êtes à l'étranger parce que vous êtes en Belgique, mais vous couvrez des affaires franco-européennes, entre guillemets. Tout ce qu'on traite va avoir un impact sur la vie, les lois des Français. Si vous êtes correspondant, je ne sais pas, à Moscou, effectivement, s'il se passe vraiment des choses ultra importantes en Russie, ça va peut-être avoir un impact en France, mais c'est plus éloigné. Ou alors, voire pas d'impact du tout si ce sont les affaires internes russes. À Bruxelles, quand une directive ou une loi, un règlement est voté, à la fin, ça devient une loi en France, quoi. Donc ça, c'est la grande différence. C'est qu'en plus, vous devez toujours, en suivant les questions européennes, avoir encore en tête ce qui se passe en France, voir les interactions entre les deux espaces publics, entre ce qui se passe à Bruxelles et l'espace public français. Et donc vous êtes entre deux. Alors c'est pratique pour nous, en plus on a 1h20 de Thalys, ça permet de garder le contact avec la France quand même. Oui, c'est vrai que c'est plus facile de ce côté-là que dans d'autres pays européens, mais un autre travail aussi du correspondant de Bruxelles, c'est un travail en quelque sorte de vulgarisation du fonctionnement de la machine bruxelloise. Est-ce que c'est compliqué pour vous, sachant qu'en plus vous êtes dans un média spécialisé, donc qui s'adresse à un public déjà un peu averti, mais est-ce qu'il est difficile pour vous de vulgariser les fonctionnements de Bruxelles tout en essayant de rester le plus précis possible sur ce qui se passe? Est-ce que vous faites vraiment un travail de pédagogie à chaque fois que vous envoyez une brève ou un article? Alors, même si pour nous, effectivement, on a un public plus spécialisé, moins grand public, il faut faut toujours simplifier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas partir du principe que nos lecteurs suivent tout, sont experts en tout, etc. C'est pas vrai. Nos lecteurs ont leur domaine d'expertise, ou parfois ils sont même meilleurs que nous. Mais on peut pas non plus partir du principe qu'ils sont experts de tout. Donc oui, il faut toujours avoir en tête de bien expliquer, de simplifier, etc. Et après, on va dire, c'est comme tout, plus vous maîtrisez un dossier, plus c'est simple de le synthétiser et de le résumer en quelques mots bien pensés, bien agencés, qui rendront les choses claires. Si vous maîtrisez pas correctement quelque chose, ça va être compliqué de le résumer, vous allez mettre 3 tartines et tout ça. Après, en devenant expert, il faut aussi, par contre, faire attention à l'autre risque, c'est dans ce cas-là de devenir jargonneux. Mais là, on va dire que c'est un effort au quotidien par les relecteurs, par les journalistes eux-mêmes, de faire attention et que de temps en temps, on se corrige et tout ça. Mais il faut toujours garder le côté
pédagogique, on pourrait dire, et se dire que voilà, peut-être que la personne qui va lire notre brève aujourd'hui, elle n'a pas lu les 40 précédentes qu'on a fait sur le sujet parce qu'elle vient juste d'arriver et d'être abonnée. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de relire 40 brèves en disant voilà, si tu ne comprends pas, c'est pas grave, il faut que tu relises tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Non, il faut que pour le lecteur, voilà, au quotidien, il puisse à peu près comprendre ce qu'il y a dans chaque brève et chaque article. Et c'est valable aussi bien pour la France que pour Bruxelles. C'est vrai qu'à Bruxelles, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de jargon, mais il y a plein de jargon aussi dans la vie politique française, une fois que vous rentrez un peu dans les détails. C'est exactement la même chose. Alors, nous allons arriver bientôt au terme de cet échange. Dernière question, peut-être qui s'adresse aux aspirants journalistes qui vont nous écouter. Quel conseil, tout simplement, donneriez-vous justement à un étudiant, alors qu'il soit, on l'a compris, en école de journalisme ou pas, qui souhaiterait du coup se spécialiser sur les affaires européennes et pourquoi pas peut-être un jour travailler à Contexte ou dans un autre journal européen? Quel conseil? Alors déjà, si quelqu'un souhaite faire ce métier, savoir que oui, il y a du travail. Ça veut dire que nous, on le voit quand on doit recruter. Il n'y a pas beaucoup de gens à Bruxelles qui sont journalistes pour les médias français. Et tous les pigistes que j'ai vus ces dernières années s'installer à Bruxelles, tous ont réussi à faire leur trou, trouver des collaborations et travailler. Après, pour y arriver, il faut être persévérant et beaucoup travailler. C'est-à-dire que c'est un métier très exigeant où justement il faut arriver à être précis parce que vous avez quand même une multitude d'acteurs sur la scène européenne. Vous avez les 27 pays, vous avez la Commission, le Parlement, le Conseil, tous les lobbies, etc. Donc ça demande quand même du temps pour comprendre, ingurgiter et maîtriser tous ces rouages et toutes ces dynamiques. Et donc, on ne peut pas dire, voilà, je vais m'installer à Bruxelles et dans 3 mois, je vais masteriser tout. Non, ça demande beaucoup de travail. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut surtout pas se décourager quand vous envoyez des propositions au début à des rédacteurs chefs et qu'il n'y a pas de réponse ou peu et que vous avez l'impression un peu d'être dans le désert. Moi, j'ai connu ça au début, mais plus vous allez travailler, plus vous allez rencontrer du monde, plus ça va fonctionner. Il faut arriver à se donner un peu de temps. C'est pas toujours évident parce que bon, il y a la question financière, hein. Mais voilà. Après, c'est un très très beau métier et qui demande toujours beaucoup de temps parce que vous aurez toujours des crises, vous aurez toujours des sommets jusqu'à pas d'heure, des jours de Noël qui sautent, hein, comme cette année avec le Brexit, accord le 24. Bon, personnellement, moi j'ai bossé le 25. J'avais pas du tout prévu ça, surtout après l'année écoulée. Voilà. Mais après, bon, c'est toujours intéressant parce que aussi l'Union européenne est malgré tout une création en construction encore. Elle est beaucoup moins figée que nos vieilles démocraties nationales qui ont parfois 100, 200, 300 ans d'existence dans leur forme institutionnelle, hein, j'entends, parfois beaucoup plus pour les pays, et qui du coup sont plus rodées. L'Union, voilà, elle a 70 ans. C'est encore en mouvement perpétuel, les équilibres changent, l'influence des pays, les volontés de chacun et tout ça. On l'a assez bien vu ces 10 dernières années. L'Union européenne que j'ai couvert avec tout début en 2007-2008, premier stage à l'Active France, n'a plus rien à voir avec l'Union européenne de 2021. Et je ne pense pas, si vous m'avez posé la question en 2007, que l'Union européenne serait ce qu'elle est aujourd'hui en 2021, je ne pense pas que j'aurais pu répondre correctement. D'accord, sur cette note d'espoir un petit peu pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier, on va conclure cet entretien. Merci beaucoup Jean-Sébastien Lefebvre d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui et d'avoir été aussi matinal pour nous répondre. Merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Parcours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur l'émission d'aujourd'hui. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel entretien.